Mike Tyson n'oubliera jamais son tout premier combat amateur. Mais ce n'était pas un combat ordinaire. Ce n'était pas dans une salle prestigieuse, avec des entraîneurs célèbres et des règles strictes. C'était un combat brutal, clandestin, sans limite. Un affrontement qui allait le transformer à jamais. Cela s'est passé dans une salle obscure, remplie de fumée, où la violence était le seul langage et la seule règle, survivre. Autour de lui, des gangsters, des trafiquants de drogue et des parieurs misaient des milliers de dollars sur chaque coup. Et le pire de tout, c'est que Tyson a failli fuir avant de monter sur le ring. S'il l'avait fait, son destin aurait été totalement différent. Mais quelque chose en lui, quelque chose de plus fort que la peur, l'a forcé à se battre. Ce jour-là est née la bête qui allait dominer le monde de la boxe. Voici l'histoire que personne ne vous a jamais racontée. L'histoire vraie de comment Mike Tyson est devenu une légende. Tout a commencé dans une petite salle du Bronx, appartenant à un ancien boxeur nommé Nelson Cuas. Mais ce n'était pas une salle comme les autres. C'était l'enfer sur Terre. Situé au 2e étage, juste à côté des voies ferrées. Les rails étaient si proches que si tu passais la main par la fenêtre, tu pouvais toucher les wagons en mouvement. Les combats étaient illégaux. Pas de médecin, pas d'ambulance. Si tu tombais, tu te relevais tout seul. Ou tu restais allongé au sol. La fumée de cigarettes recouvrait tout, rendant presque impossible de voir ton adversaire. C'est pour ça qu'on les appelait smokers. Et le public n'était pas là pour encourager les boxeurs. Il n'y avait pas d'amateurs de sport. Seulement des criminels pariant de grosses sommes. Et s'ils n'aimaient pas ta performance, ils ne te sifflèrent pas. Ils se battaient entre eux pour te montrer comment faire. C'était la survie du plus fort. Et dans cette ambiance infernale, un adolescent nommé Mike Tyson allait prouver pourquoi il était destiné à la grandeur. Juste avant de monter sur le ring, Mike était terrifié. Pas une peur normale, une véritable panique. Il avait déjà livré des centaines de combats dans les rues de Brooklyn. Mais là, c'était différent. Il ne connaissait pas son adversaire. Il n'y avait ni haine ni vengeance, seulement son honneur en jeu. Avant le combat, il s'est tourné vers un homme et lui a demandé « Cigano, tu m'achèteras un hot dog si je gagne ?» C'était une tradition entre boxeurs. Si quelqu'un pariait sur toi et que tu gagnais, il t'offrait à manger. Mais Tyson n'était pas sûr de gagner. En réalité, il était tellement nerveux qu'il a décidé de fuir. Il a dit à son entraîneur, Teddy Atlas, qu'il allait au magasin. Mais en vérité, il est descendu les escaliers et s'est assis au bord du trottoir, près de l'entrée du métro. Il a regardé les rails. Il pouvait partir maintenant et disparaître, retourner à Brownsville, son quartier. La seule vie qu'il connaissait. Mais alors, toutes les leçons de son mentor Cus D'Amato ont résonné dans sa tête. La peur est comme le feu. Si tu la contrôles, elle te donne chaleur et puissance. Si tu la laisses libre, elle te consume et te détruit. Il est resté immobile. Il a pris une grande inspiration. Et à cet instant, il a décidé qu'il ne serait pas un lâche. Il s'est levé et est retourné à la salle. Désormais, plus de retour possible. Son adversaire était un Portoricain, plus grand et plus fort que lui, avec 4 ans d'expérience de plus sur le ring. Un gars avec une énorme coupe afro qui avait déjà mis KO plusieurs adversaires dans les smokers. Les paris n'étaient pas en sa faveur. Personne ne pensait qu'un gamin de 14 ans pouvait tenir tête à un tel boxeur. Mais dès que la cloche a sonné, tout a changé. Le premier round fut brutal. Tyson a encaissé des coups puissants, mais il n'a pas reculé. Chaque coup qu'il recevait, il le rendait 2 fois plus fort. Il n'était pas là juste pour se battre. Il était là pour gagner. Au 2e round, le combat est devenu pure violence. Aucune technique, aucune stratégie. Juste 2 bêtes s'attaquant sans pitié. Puis, au 3e round, le moment décisif est arrivé. Tyson a lancé un coup de toute sa force. L'impact a été tel que son adversaire a volé contre les cordes. Et avant qu'il puisse réagir, Tyson lui a asséné un autre coup dévastateur. Le protège-dents de son adversaire a volé dans la foule. L'homme est tombé inconscient, impossible de bouger. Le public est devenu fou. Tyson, ne sachant pas comment réagir, a fait quelque chose d'inattendu. Il a grimpé sur le corps de son adversaire, les bras levés, célébrant sa victoire.
L'arbitre l'a repoussé aussitôt. « Descends de là. Qu'est-ce que tu fais, bon sang ?» Mais peu importe. Tyson venait de remporter son tout premier combat. Ce soir-là, Teddy Atlas a appelé Cus D'Amato pour tout lui raconter. Cus était tellement excité qu'il lui a demandé de lui répéter l'histoire encore et encore. Il savait que ce gamin était destiné à la grandeur. À partir de ce jour, Mike Tyson est revenu aux Smokers chaque semaine. Chaque combat le rapprochait un peu plus de devenir un monstre du ring. À 14 ans, Mike Tyson n'était déjà plus un enfant comme les autres. Il mentait sur son âge, disant qu'il avait 16 ou 17 ans, parce qu'aucun boxeur de son âge ne pouvait l'affronter. Il était plus fort que tous, plus rapide, plus sauvage. Mais pour lui, chaque combat avait une signification plus profonde qu'un simple duel. C'était une échappatoire. Chaque victoire l'éloignait un peu plus de l'enfer dans lequel il était né. Alors que les autres voyaient ces combats comme de simples tests de force, pour Tyson, c'était une question de vie ou de mort. Il n'avait pas d'autre issue, pas de plan B. C'était devenir le meilleur, ou finir comme tous les autres garçons de son quartier, en prison ou mort. Mais le chemin était encore long. Après cette première victoire, quelque chose avait changé en Tyson. Il avait goûté à la gloire, et maintenant il ne pouvait plus s'arrêter. Chaque semaine, il retournait aux Smokers. Il combattait n'importe qui, n'importe où, peu importe le risque. Cus D'Amato lui disait avant chaque combat « J'aurai des amis qui te regarderont boxer. Quand ils m'appelleront, je veux qu'ils me parlent de toi en bien. » Pour n'importe quel jeune, ces mots auraient été une simple motivation. Mais pour Tyson, c'était un ordre. Chaque coup qu'il lançait avait un but. Chaque combat, il le vivait comme si sa vie en dépendait. Mais les Smokers n'étaient pas dangereux uniquement sur le ring. Hors du ring, c'était encore pire. Un soir, dans la salle de Nelson Cuas, quelqu'un a poussé Teddy Atlas. Teddy a réagi immédiatement et a frappé l'homme. Le problème, c'est que ce type avait beaucoup d'amis. Avant que les choses dégénèrent, Nelson Cuas, le propriétaire de la salle, a saisi un trophée en marbre et l'a fracassé sur la tête de l'agresseur. Chaos total. Si la police était arrivée, Nelson aurait fini en prison pour tentative de meurtre. Mais dans ce monde-là, c'était la norme. Un univers où la violence n'était pas seulement sur le ring. Elle flottait dans l'air. Et Tyson a compris que, s'il voulait survivre, il ne suffisait pas d'être un bon boxeur. Il devait devenir un prédateur. En mai et juin 1981, Mike Tyson était prêt à franchir un nouveau palier. Il avait passé des mois à dominer les Smokers et Cus savait qu'il était temps de le tester sur une scène plus grande, les Jeux Olympiques Juniors, le tournoi le plus important pour les jeunes boxeurs aux États-Unis. Pour y parvenir, Tyson a dû gagner le tournoi local, puis les qualifications régionales. Enfin, il s'est envolé pour le Colorado pour affronter les meilleurs du pays. L'ambiance était complètement différente. Ici, pas de fumée, pas de combat clandestin. Mais cela ne voulait pas dire que c'était plus facile. Les adversaires avaient plus d'expérience, plus de technique, plus de ressources. Mais Tyson avait quelque chose que personne d'autre n'avait, la faim. La différence entre Tyson et les autres, c'était son état d'esprit. Tandis que les autres plaisantaient, discutaient ou tentaient de se détendre avant les combats, Tyson restait silencieux. Il les regardait avec mépris. Cus lui avait appris que la guerre commençait dans la tête, avant la cloche. S'il parvenait à faire peur à son adversaire avant le combat, il avait déjà gagné. Et c'est ce qu'il faisait. Il les fixait comme des proies. Et quand la cloche sonnait, il ne laissait aucun doute sur qui était le prédateur. Il a remporté tous ses combats par KO au premier round. En finale, il a affronté un boxeur nommé Joe Cortez. Le combat a duré 8 secondes. Un coup parfait. Cortez s'est effondré. Silence. L'arbitre l'a observé. Mais Cortez ne bougeait plus. Mike Tyson venait de battre un record aux Jeux Olympiques Juniors. Personne n'avait gagné une finale aussi rapidement. Quand il est rentré à Catskill, il n'était plus un simple espoir. Il était devenu une menace réelle pour tous les boxeurs du pays. Mais Cus D'Amato lui a dit une seule chose, ce n'est que le début. La vraie différence entre Tyson et les autres ne se voyait pas seulement à l'entraînement. C'était dans sa manière de voir le monde. Pour les autres boxeurs, le ring était un lieu où montrer leur talent. Pour Tyson,
C'était un champ de bataille. Il ne boxait pas pour des trophées. Il ne cherchait pas la reconnaissance. Il se battait parce que c'était tout ce qu'il avait. Et Cus le comprenait mieux que quiconque. Cus savait que Tyson n'était pas juste un jeune fort avec du potentiel. C'était un projet. Il ne voulait pas que Tyson devienne seulement champion du monde. Il voulait qu'il devienne une légende. Alors il l'entraînait comme si sa vie en dépendait. Et, d'une certaine manière, c'était vrai. Il lui parlait des plus grands guerriers de l'histoire. Il le faisait lire sur Alexandre le Grand, Napoléon, les généraux les plus redoutés de l'humanité. Parce que, pour Cus, la boxe n'était pas un sport, c'était la guerre. Et Tyson ne devait pas être un simple combattant. Il devait devenir un conquérant. Un boxeur normal s'entraîne quelques heures par jour, puis se repose. La journée de Mike Tyson, c'était une torture. Réveil à 5 heures du matin, footing sous la pluie ou la neige, puis des heures d'entraînement intense pour perfectionner chaque geste. Le soir, au lieu de regarder la télé ou sortir avec des amis, il s'asseyait avec Cus pour analyser des vieux combats. Ils étudiaient les mouvements des anciens champions, les erreurs, les faiblesses. Cus contrôlait tout dans sa vie. Il ne lui permettait même pas de sortir sans permission. Un jour, Tyson est allé à une soirée scolaire. Il a appelé Cus pour lui dire qu'il rentrerait tard. Cus lui a simplement répondu « Cours à la maison, tout de suite ». Tyson, en costume et chaussures de ville, a couru jusqu'à chez lui. Il savait que désobéir lui coûterait cher. Cus ne voulait pas lui donner les clés de la maison. Il voulait un contrôle absolu sur chaque mouvement. Même quand Tyson essayait de se détendre, Cus le surveillait. Mais Tyson acceptait tout ça, parce qu'il savait que c'était le prix à payer pour être le meilleur. « Je ne veux pas que tu sois riche, je veux que tu sois immortel ». Cus ne voulait pas un boxeur à succès. Il voulait que son nom entre dans l'histoire. Ce n'est pas juste de la boxe, Mike, c'est être retenu pour toujours. Et pour Tyson, ces mots étaient sa Bible. C'est pour ça qu'il s'entraînait comme un fou. C'est pour ça qu'il se battait avec tant de rage. Il n'était pas juste un boxeur, il était un guerrier avec une mission. Tyson devenait une machine de guerre. Chaque combat le rendait plus fort, plus rapide, plus dangereux. Mais la grandeur a toujours un prix. Cus D'Amato ne l'entraînait pas seulement physiquement, il le modelait mentalement. Il lui répétait souvent « Tu n'es pas un boxeur ordinaire, tu ne peux pas penser comme un homme normal ». Cus croyait en la domination totale, pas seulement sur le ring, mais dans la tête des autres. Fais en sorte que tes adversaires aient peur avant même que la cloche sonne. Cette mentalité a transformé Tyson. Il est devenu froid, calculateur, impitoyable. Il ne voyait plus ses adversaires comme des hommes, mais comme des obstacles. Et s'il devait les détruire pour atteindre le sommet, il le ferait sans hésiter. Mais pendant que son esprit de champion se renforçait, sa vie personnelle commençait à se dégrader. Cus contrôlait chaque aspect de sa vie. Si Tyson voulait sortir avec des amis, Cus le stoppait. S'il voulait se détendre, Cus le forçait à s'entraîner encore plus. Aucune distraction n'était tolérée. Rien ne devait l'éloigner de la gloire. Un jour, Tyson a commencé à sortir avec une fille du quartier, Ange. Cus ne s'y est pas opposé. Mais Camille, la compagne de Cus, lui a donné un conseil différent. Ne reste pas avec une seule fille. Sors avec plusieurs et choisis la meilleure. Pour Tyson, ce fut un signal clair. Il n'était pas destiné à une vie normale. Dès son jeune âge, il a commencé à vivre comme ses idoles du passé. Des boxeurs comme Harry Greb ou Mickey Walker, légendaires dans le ring. Et dans les soirées, l'alcool et les femmes. Cus ne s'en inquiétait pas. Ce qui comptait pour lui, c'était que Tyson continue à s'entraîner. Un après-midi à l'école, Tyson s'est disputé avec un camarade. La discussion a dégénéré en bagarre. Tyson l'a frappé si fort que le garçon est tombé inconscient. La routine de Tyson est devenue encore plus extrême. Footing à l'aube, des centaines d'abdos, entraînement non-stop. Cus le poussait jusqu'au bout, physiquement et mentalement. Quand Tyson disait qu'il était fatigué, Cus répondait « La fatigue, c'est pour les faibles ». S'il avait mal, Cus le plongeait dans des bains de glace et lui disait de tenir bon. Car sur le ring, il n'y avait que deux options, gagner ou être détruit. Je ne veux pas que tu sois fort, je veux que tu sois invincible. Et Tyson y a cru. Il n'était plus un jeune talentueux. Il était devenu un monstre de la boxe.
Mais alors que sa carrière explosait, l'ombre de Cus devenait de plus en plus lourde. L'homme qui avait créé un champion était aussi en train de l'écraser. En grandissant, Tyson sentait la tension avec Cus. Ce dernier voulait qu'il lui obéisse totalement. Mais Tyson commençait à se sentir comme un prisonnier. Un jour, Cus lui a dit « Tu n'es rien sans moi ». Tyson savait que c'était vrai. Sans Cus, il ne serait jamais arrivé là. Mais une idée commençait à germer en lui. Et s'il voulait être plus que le boxeur de Cus D'Amato? Et s'il voulait devenir son propre homme? Avant qu'il puisse répondre à ces questions, la tragédie a frappé. Cus D'Amato est mort en 1985. Tyson était anéanti. C'était la première fois de sa vie qu'il se sentait vraiment seul. Il avait toujours vécu à l'ombre de Cus, et maintenant, il devait affronter le monde sans lui. Mais au lieu d'abandonner, il a fait la seule chose que Cus lui avait apprise. Continuer à se battre, et pas seulement se battre, détruire quiconque se mettait sur son chemin. Sans Cus, Tyson est devenu une force incontrôlable. Il a enchaîné les victoires, laissant derrière lui des adversaires KO. Jusqu'à ce qu'en 1986, il accomplisse l'impossible. Il devient le plus jeune champion du monde poids lourd de l'histoire. À 20 ans, il est le roi de la boxe. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'au moment même où il atteignait le sommet, il commençait aussi sa chute. Parce que sans Cus pour le guider, Mike Tyson allait bientôt tout perdre. Tu veux connaître la suite? Ceci n'était que la première partie de l'histoire de Tyson. Le jeune garçon venu de la rue, devenu une bête sur le ring. Mais son histoire ne s'arrête pas à la gloire. Car après avoir atteint le sommet, Tyson a sombré dans un monde de chaos, de trahison et d'autodestruction. L'argent, la célébrité, les scandales. Ce qui vient ensuite est encore plus choquant. Abonne-toi, mets un like et dis-nous en commentaire si tu veux découvrir la suite de cette histoire. Et maintenant, dis-nous, penses-tu que Mike Tyson serait allé aussi loin sans Cus D'Amato? Dis-le nous en commentaire.